Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission au cœur de l'Aube. Nous profitons de notre présence ici à Buchères dans la salle des fêtes pour faire un zoom sur le canton où est situé Buchères, le canton de Bouilly. En compagnie de mes invités, nous allons partir à la découverte de ce canton. Restez avec nous car vous allez sûrement trouver dans cette émission peut-être l'idée de sortie de votre prochain week-end. Vous verrez, ce canton en effet est riche en histoire. Avec moi, le conseiller général de ce canton, Daniel Lebeau, bonjour. Bonjour. On va rapidement, avec vous, faire un tour d'horizon de ce canton. Combien d'habitants tout d'abord? Dernier chiffre, 9 900, on approche les 10 000, donc en augmentation par rapport au dernier recensement, donc un des cantons qui monte, 28 communes, donc une grande diversité puisque ça va de la périphérie des Portes de Troyes, où est situé Buchères, avec, j'allais dire, la campagne profonde, ce qui n'est pas péjoratif, bien entendu, et bien au contraire, avec Bouilly, donc plus éloigné, Geny, Crézantilles, etc. Donc les grandes caractéristiques, c'est un canton plutôt rural et très agricole, globalement. C'est de cela que vit le canton, c'est une économie très agricole? Beaucoup, mais varié maintenant depuis, puisque il y a des secteurs un peu plus industrialisés, y compris d'ailleurs dans des communes un peu plus rurales, comme j'allais dire Mousset, comme y compris Souligny, Bouilly, donc chef-lieu de canton, où des zones industrielles se font et des industries, disons, se sont créées. Alors, c'est un canton à la riche histoire, je le disais en introduction, et il y a un lieu dans ce canton de Bouilly qui a traversé le temps. Il s'agit de la butte d'Illomont, classée monument historique en 1967. Si vous allez sur la butte d'Illomont, 4000 ans d'histoire se découvrent sous vos yeux. Cet endroit fut d'abord une station néolithique, puis un lieu de culte à l'époque celtique. Ce sanctuaire est devenu ensuite une abbaye au temps des Mérovingiens, avec sa vaste nécropole et ses 600 sarcophages, un lieu mis à jour au XXe siècle par un archéologue, Jean Scapula. L'église aux 3 sanctuaires, c'est un reportage d'Annabelle Millet et c'est Suzanne Jacotin, la guide, qui nous raconte cette histoire. C'est un promontoire naturel qui est habité depuis le néolithique. Ça devient un lieu de culte avec les druides. Il y a un hôtel païen dédié à Mercure, une première église au IVe siècle. À partir du 5e, on vient se faire enterrer ici. Donc il y a une nécropole mérovingienne, 1000 sépultures, plus de 600 sarcophages. On a les invasions normandes, hongroises et tout cela. Quand tout ce monde-là est parti, disons, les moines reviennent, refont une église au Xe et on revient se faire enterrer ici. Monsieur Scapula, c'est l'archéologue, le découvreur du lieu. Il a fait des fouilles depuis 1943 jusqu'en 1961. Il a fouillé la butte. Avec son père, qui était médecin, il a répertorié et mesuré plus de 4000 squelettes sur le site. Et le nom, c'est Cad ou Adus. Cad, chef, ou Adu, combat. L'homme qui dirige le combat. 7e siècle. L'intérêt historique, c'est qu'ici, on peut voir, bien sûr, le plus gros des fouilles a été mis au musée de Troyes, mais ici, l'intérêt, c'est qu'on peut voir des stèles et des sarcophages qui vont du 5e siècle au 8e. Ensuite, on a le chœur carolingien qui a été découvert. On a le 12e siècle est représenté, le 16e également. Et surtout une très très belle statuaire, dont une originale,
qui est seule dans le département, une statuaire donc du XVIe siècle. À mes côtés pour évoquer cette butte d'Ilomont, Marie-Claire Guichard, présidente de l'association Jean Scapula, qui travaille donc pour la sauvegarde de ce site. On le disait, c'est un lieu riche en histoire. On voyage sur 4 millénaires. Exactement. Et nous avons des visiteurs du monde entier. Nous avons environ près de 2000, au moins 2000 visiteurs par an. On dit que c'est le plus ancien établissement monastique de la région. C'est vrai ça ? C'est ce que nous avons découvert dans les écrits, hein, dans les archives. Et quelles sont les œuvres remarquables que l'on peut voir à l'intérieur de l'église ? Eh bien, vous avez, comme nous le disait tout à l'heure notre amie Suzanne, toute la statuaire du XVIe, que nous aimerions bien mettre en valeur lors de la fameuse exposition avec des circuits. Exposition sur le XVIe siècle ? Sur le XVIe siècle. Nous avons une statuaire aussi le Christ du XIIIe siècle, un Christ du XIIIe siècle qui a été découvert en 1969 dans le grenier de l'ancien presbytère. Et nous avons bien entendu toute la nécropole. Et c'est notre église aux 3 sanctuaires, comme l'avait baptisé Jean Scapula. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce site ? Parce que vous travaillez à la sauvegarde de ce site. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce site ? Nous continuons l'œuvre de Jean Scapula, parce qu'on ne parlerait pas d'Ilomont si Jean Scapula n'avait pas existé. Alors c'est bien pour ça que depuis 18 ans, malgré 2 ans de fermeture, nous avons déjà fait pour plus de 75 000 euros de travaux. Alors, revenons sur Jean Scapula, donc cet archéologue qui a consacré une grande partie de sa vie. Sa vie, pour ainsi dire, puisqu'il est mort, il allait avoir 80 ans. Et sa maman était native d'Ilomont, mais lui était né à Clairet. Et depuis, comme il avait subi une thoracoplastie, il n'a pas pu travailler, si bien qu'il a consacré sa vie. Il était archéologue, autodidacte et bénévole. Il a passé sa vie ainsi. Plus de 20 ans à rechercher des fouilles, à rechercher des restes de mémoire sur ce lieu. Bien entendu, puisque du néolithique, comme vous le disiez, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Suzanne Jacotin, vous êtes membre de l'association, on vous a vu dans le reportage, vous êtes également guide. Vous avez connu, vous, Jean Scapula. Oui, je l'ai connu. Quel homme était-il ? Un homme très simple. On n'aurait jamais dit d'une très très grande richesse intellectuelle, mais on ne l'aurait jamais dit. Il ne faisait pas montre de son savoir. Il était vraiment l'homme tout simple. Oui. C'est ce qui me plaisait dans lui, c'était remarquable même. Aujourd'hui, Marie-Claire Guichard, vous aviez parlé des 75 000 euros qui ont été déjà investis dans ce travail. Et la butte, oui. Que faites-vous en ce moment pour améliorer encore ce site ? Quels sont les projets ? Nos projets, d'accord avec la municipalité qui a demandé des devis, nous attendons pour refaire une aération dans l'église, pour l'humidité qui persiste. Nous avons les 2 grandes portes à restaurer parce qu'elles prennent l'eau. Ensuite, un escalier pour monter au clocher intérieur. Et nos épitaphes qui sont à remettre à jour. Vous êtes combien de membres de l'association pour faire l'association, nous sommes 80 membres environ, 28 pour les 2 villages, qui comptent plus de 900 habitants. Les autres, ce sont des amis troyens issus du centre d'études médiévales, malheureusement disparus. Vous avez des membres passionnés, hein, parce que Suzanne Jacotin, qui est à côté de vous, a recréé la nappe de l'hôtel de l'église. Alors, elle m'a dit en préparant l'émission que ce n'était pas de la broderie. C'est simplement du crochet. Bon, tout était en mauvais état. Et quand l'association s'est formée, on a décidé déjà de nettoyer l'église, on peut dire récurer même. Et puis, on a enlevé tout ce qu'il y avait de, disons, fané. Et on a acheté du tissu. Et puis, au crochet, j'ai refait toutes les dentelles qui sont à l'église. Bon, il y en a particulièrement 2 les gens remarquent parce que c'est fait avec des perles.
Et bon, c'est des perles enfilées et puis crochetées tout simplement. C'est assez facile là, parce qu'il n'y a qu'une couleur. Mais combien d'heures de travail? Disons que ça ne se... Ça se compte plus en heures, ça se compte en jours. On compte pas les heures. S'il fallait compter les heures passées dans l'église, bon, les 3 premières années, disons que mon mari et moi, on a passé beaucoup de temps. Les 3 premières années pour nettoyer, mettre tout en état. Puis maintenant, bon, bah, à part les visites, bon, c'est le roulement, quoi. Maintenant, c'est la routine, disons. En tout cas, on en voit le résultat quand on se trouve sur ce lieu. Daniel Lebeau, on voit là l'énergie d'une association qui, à force de travail et de volonté, a fait revivre un site historique. Tout à fait. Moi, d'ailleurs, beaucoup apprécié. On a eu l'occasion d'aller visiter avec monsieur le préfet lors de sa visite cantonale. Et donc, c'est vrai que c'était encore, et c'était son 2e passage, mais il redécouvre encore, moi-même aussi. Je suis que modeste adhérent de l'association Jean Scapula, mais je suis vraiment inexistant dans la vie de l'association, il faut le dire. Hein, mais enfin, il faut tout le monde. Mais donc, là, moi, je suis admiratif devant ces dames par rapport à leur engagement, j'allais dire, à leur physique concret de tous les jours. Alors, dans le canton de Bouilly, il y a un autre lieu qui fait revivre l'histoire d'une manière totalement différente. C'est le musée Le Passé Simple de Crésantigne, un lieu qui va vous faire voyager dans le temps, vous allez le voir. Le principe est simple. Sont exposés dans ce musée tous les objets anciens, des vieux outils aux jouets d'autrefois. Le musée Le Passé Simple de Crésantigne, c'est un reportage de Damien Ardois. C'est un musée communal et c'est très rare dans le département. 300 habitants ici à Crésantigne et l'an dernier, il y a eu à peu près 1000 visiteurs. Le principe de ce musée, c'est d'exposer des objets qui n'ont plus cours ou qui ont disparu. Donc ça va des ustensiles de cuisine à des vieux outils. Tout ce qui est antérieur à 60 devrait normalement se trouver ici. Donc ici, nous sommes dans la première pièce et vous avez entre autres une partie de matériel d'appareil de chauffage, entre autres ce qu'on a baptisé nous chauffe-eau, l'ancienne bouilloire. Vous avez ici différentes chaufferettes, dont un couvet, objet relativement rare et qui servait à se chauffer les pieds. Ensuite, vous avez alors un objet dit insolite. En fait, c'est un claquoir. Et cet objet servait aux facteurs qui l'agitaient pour annoncer leur passage et leur présence dans les fermes. Par contre, il y a des objets où c'est marqué « c'est quoi ça ?» Et là, malheureusement, même nous, on ne sait pas ce que c'est. Donc on attend éventuellement qu'un visiteur nous donne la définition de l'objet, voir à quoi ça servait. Donc ici, vous avez l'illustration justement de ce qu'on parlait tout à l'heure, ces objets qui sont marqués « c'est quoi ça ?» Donc voilà une pince en bois. Et pour nous, qui est toujours sans réponse. Ben pour les plus jeunes visiteurs, c'est une découverte parce qu'ils viennent souvent. Quand c'est des très jeunes, ils sont avec leurs parents ou leurs grands-parents et ils sont un peu émerveillés parce que les grands-parents ou les parents leur expliquent à quoi ça pouvait servir et ils sont fort étonnés de voir ce qui pouvait se faire. Il suffit de téléphoner, de prendre rendez-vous, il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir. Voilà pour le musée Le Passé Simple de Crésantigne. Marie-Claire Guichard, vous savez à quoi servent les grosses pinces là qu'on a vues sur le reportage? Pas du tout. Bon, et ça reste encore donc un mystère pour tout le monde. Je vous rappelle que le musée Le Passé Simple de Crésantigne est ouvert du 1er au 30 septembre. Plus d'informations sur le site internet lepassésimple.free.fr. Et je précise, Mme Guichard, que vous êtes disponible à tout instant pour visiter la butte d'Illomont. On a vu les deux endroits importants pour évoquer un peu l'histoire dans ce canton de Bouilly. Il y a quelques anecdotes aussi qui sont intéressantes dans ce canton de Bouilly. Et tout d'abord, dans l'histoire religieuse, je voudrais qu'on en parle tout de même. Il y a une histoire qui trouve ses racines dans le village de Liret,
l'histoire d'un Saint-Suaire, donc supposé avoir enveloppé le corps du Christ et qui, pendant très longtemps, et de nouveau maintenant, repose à Liray. Daniel Lebeau, vous pouvez me raconter brièvement cette histoire? Alors, brièvement, mais il faut davantage dire l'histoire du Saint-Suaire, parce que sinon vous allez froisser quelques personnes. Et ils auraient peut-être raison. Il faut savoir que le Saint-Suaire, il a été signalé pour la première fois en Turquie en 131 après Jésus-Christ. Et il a atterri, après évidemment moult péripéties, donc à Liray en 1357, accueilli par le seigneur du lieu à l'époque. Contesté presque immédiatement d'ailleurs dans son authenticité, et aujourd'hui encore, j'allais dire, en parlant un peu vulgairement, bien malin, qui pourrait, disons, j'allais dire jurer, je m'excuse, le prêtre n'est plus là, mais bon, que c'est vrai ou que c'est pas vrai. En tous les cas, c'est une histoire, elle est là, et le Saint-Suaire est là. En tout cas, c'est une curiosité qu'il faut aller Tout à découvrir à Liray. C'est d'ailleurs, je me permets d'ajouter, ce qui a fait d'ailleurs à l'échelle, j'allais dire mondiale, la renommée de Liray. J'ajouterai simplement pour Liray, puisque j'ai la parole, mais j'y allais très vite, qu'il y a une fresque à découvrir, la danse macabre, une fresque de 8 mètres sur 2, qui a été installée donc dans ces dernières années, qui est magnifique. Voilà, je ne rajouterai pas. Autre personnage, si je puis dire, qui eh bien, était présent sur le canton de Bouilly, parce qu'on est surpris quand même par la richesse historique de ce canton, eh bien, on va parler maintenant d'Édouard Herriot, qui a passé son enfance à Saint-Ponge. Avec vous, Françoise Jarry, vous êtes membre de la commission mémoire de Saint-Ponge. On peut peut-être déjà rappeler pour les plus jeunes qui était Édouard Herriot, pour les plus jeunes. Alors, on va dire que c'est quelqu'un qui a vécu une carrière politique importante. On va laisser la parole à Nicolas. Oui, Édouard Herriot était un homme politique, un écrivain et un humaniste. Bon, en politique, il a été maire de Lyon de 1905 à 1950, je crois. Et principalement, il a été président du Conseil. 11 mandats qu'il a fait. Voilà. C'est très joli hein, de faire 11 mandats en tant que maire. Il a été président de la Chambre, voilà. C'est-à-dire que le président de la Chambre, pour ceux qui ne savent pas, autrefois, c'était pas le président de la République qui gouvernait la France, c'était le président de la Chambre. Homme politique illustre de la Troisième République, en tout cas. République. Alors, cet homme illustre, il a passé son enfance à Saint-Ponge, dans une maison qui est en ce moment en travaux. On sait quelle importance il accordait à ce lieu. Ah ben, il y revenait régulièrement, hein, et il l'a racheté en 1938. Hein, il avait fait construire une petite maison à côté de la mairie, à l'opposé, et il a procédé à un échange pour reprendre la maison de son enfance, pour racheter le presbytère. Et on sait s'il y a encore des souvenirs, des objets liés à ce personnage. Justement, j'ai récupéré par le biais de la famille d'Édouard Herriot, la famille Bérard, j'ai récupéré certains objets, mais plus des objets qui lui ont servi quand il était adulte, comme sa pipe, parce qu'on ne le voyait jamais sans pipe. Hein. Sa pipe, sa sacoche qu'il prenait pour aller à la chambre, ses sous-mains, ses lunettes, des livres qu'il a écrits, des tableaux, son masque funéraire. C'est pas très gai, mais c'est comme ça quand même. À l'époque, ça se faisait. Et un buste en bronze que Madame Bérard nous a offert avant de mourir. Cette maison, on l'a vu, elle est en travaux. Il y a des projets d'aménagement pour travailler la mémoire de ce lieu. Oui, mémoire de ce lieu et puis un peu pratique aussi. Au rez-de-chaussée, nous avons une cantine avec cuisine pour 70 élèves, une bibliothèque qui, au rez-de-chaussée, bibliothèque de près de livres et avec une mezzanine avec une grande vitrine qui va servir à recueillir tous les objets que nous avons sur Édouard Herriot. Et une partie de cette mezzanine, elle va être destinée à recevoir des livres des auteurs, des écrivains de la région. Eh bien, écoutez, on regardera au fil des mois
la continuité de ce projet, on sera en rendez-vous. Merci en tout cas. Nous, on pense ouvrir et faire l'inauguration au mois de septembre et j'espère que Canal 32 sera présent. On sera présent. Alors, ce canton de Bouilly, c'est un canton rural, on l'a dit avec vous, Daniel Lebeau, et il y a un habitant qui a voulu mettre en valeur cette ruralité. Il s'agit de Marcel Bresse qui a créé il y a 30 ans, à Saint-Léger, près de Troyes, un musée intitulé La Ferme Rustique. Dans cet endroit, il fait revivre la campagne d'autrefois. C'est un reportage de Delphine Rouault. Bienvenue à la ferme musée rustique. La ferme musée rustique est dans une ferme du XVIIIe siècle, à Colombage. Et d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est l'intégration de la ferme dans le paysage. On voit que cette partie, à l'ouest, abrite des vents d'ouest. Cette partie au nord abrite des vents du nord. Et l'intégration dans le paysage se fait également avec les matériaux. Les matériaux qui ont été utilisés, c'est le bois, évidemment, les poutres, les tuiles avec de l'argile et le torchis avec de la boue séchée de la paille. Ici, les outils. Ces outils qui viennent autour de Saint-Léger m'ont été donnés ou prêtés depuis plus de 30 ans. Et par exemple, le psou, certains sont relativement rares, d'autres se retrouvent encore assez facilement dans les vieilles fermes. Il y en a plus d'1 millier. Moi, ce qui me passionne dans ces objets, dans cet univers, dans ce grenier, c'est qu'il y a une mémoire, il y a du sens. Ces objets-là, ils ont vécu. Ils ont vécu une vie simple, très simple quelquefois, mais c'est notre histoire, c'est notre origine, c'est d'où on vient. En effet, nous venons tous du milieu paysan. Il faut garder une trace de ce passé, parce qu'effectivement, nous ne pouvons donner un sens à notre vie actuelle que si nous savons d'où nous venons, d'où nous sommes issus. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est un musée vivant. Et c'est dans le cadre de ce musée vivant que toutes les visites se terminent par une petite veillée au coin du feu. Alors, on fait des grandes veillées avec des chanteurs, des conteurs, des instruments anciens. Mais là, c'est juste une petite veillée pour donner un peu l'idée de la veillée. Ce qu'on a essayé de recréer, c'est un peu l'accueil de l'étranger au coin du feu. J'ai fait un feu pour accrocher l'éternité. Avec un peu de sagesse, j'ai essayé d'arrêter le temps dans les flammes vives. Marcel Bresse, vous attendons donc à la ferme rustique pour l'une de ces veillées nocturnes. Nous allons terminer cette émission en évoquant 2 initiatives qui se déroulent dans le canton de Bouilly, l'une sociale, l'autre sportive. Tout d'abord, l'initiative sociale, c'est la présence dans le canton du centre médico-éducatif de Montceau-les-Vaudes, installé sur un site magnifique, le château de la commune. Pour en parler, Jean-Michel Coste, le directeur de l'établissement. Comment est né ce centre médico-éducatif? Il est assez ancien finalement. Oui, il est né en 1964 et c'est une initiative qui a été une sollicitation de l'Éducation nationale au départ, puisque l'association départementale des pupilles de l'enseignement public, qui est gestionnaire de l'établissement parmi d'autres actions, était présidée à l'époque par l'inspecteur d'académie, d'où notre attachement très fort à l'Éducation nationale. 64 créations à l'intérieur du château, qui est à Montceau-les-Vaudes, mais qui est la propriété de la commune de Sainte-Savine. Et à qui ce centre médico-éducatif s'adresse-t-il pour des jeunes en quelle difficulté? Alors, des jeunes et des moins jeunes, puisque l'agrément de l'établissement va de 6 jusqu'à 20 ans, voilà. Et même au-delà, en difficulté dans leur manière de s'insérer dans une éducation, qu'elle soit scolaire ou autre, qui ne les satisfait pas. Donc des jeunes qui peuvent avoir raté leur scolarité de par leur comportement et que l'on aide à regagner cette scolarité, ou d'autres en difficulté de par des capacités intellectuelles que l'on aide petit à petit à rejoindre soit une scolarité tout à fait classique, en tout cas une citoyenneté pleine et entière.
On voit certaines activités que vous pratiquez dans ce centre. Quel genre d'encadrement vous leur proposez? Beaucoup d'activités, beaucoup de... Oui, bien évidemment, beaucoup d'activités. On dit souvent que les établissements comme les centres médico-éducatifs ont 3 pieds. Un pied thérapeutique, un pied éducatif et un pied pédagogique. On peut les mettre dans l'ordre que l'on veut. Cela dépend en fait de chaque projet de jeunes. Et l'établissement et les équipes qui y travaillent s'attachent à non pas les faire entrer dans un moule, mais à créer ce que nous appelons des dispositifs qui chaque année se renouvellent en fonction des besoins des jeunes. En 40 ans, je suppose que l'accompagnement de ces jeunes et moins jeunes a beaucoup évolué. Oh oui, particulièrement en termes de cadre. Le cadre de l'internat était le cadre premier. Tous les jeunes qui étaient accueillis étaient internes. Maintenant, on a plus de la moitié des jeunes qui ne sont plus internes, qui sont demi-pensionnaires, voire qui y viennent à temps très partiel, tout en conservant une vie tout à fait classique à l'extérieur. Une vie sociale encore plus épanouie, encore plus proche des autres. On termine cette émission très vite avec l'initiative sportive, en tout cas un coup de chapeau à un sportif, Pascal Ferbeuf. Bonjour, vous êtes marathonien, vous habitez tout près de Bouilly et il y a une fameuse côte, la côte de Bouilly, Pascal Ferbeuf. C'est votre lieu d'entraînement actuel. Pourquoi ? Écoutez, c'est vrai, c'est un cadre tout à fait intéressant pour moi, pour mes préparations d'aventure. Depuis de nombreuses années, depuis maintenant 17 ans, que j'ai cette passion qui est la course à pied. J'ai effectué de belles aventures, le Marathon des Sables, le Niger, le Tour du Mont Blanc. Et là, je suis dans quelques jours en partance pour le Chili, le nord du Chili, où je vais faire une grande course de 274 km à Santiago du Chili. C'est pas anodin de parcourir la côte de Bouilly, justement. Tout à fait, c'est intéressant parce que cette course, eh bien, écoutez, on va monter très haut, de 2500 à 4000 mètres d'altitude. Donc, eh bien, la côte de Bouilly est tout à fait favorable pour ma préparation, hein, au niveau du terrain, au niveau des dénivelés, aussi bien à la montée qu'à la descente. Cette nouvelle aventure au Chili, elle a de quoi de spécial par rapport à tout ce que vous avez fait, le désert du Niger, du Maroc? Eh bien, écoutez, c'est la dureté. C'est une première pour moi parce que l'altitude, à part le Tour du Mont Blanc, je n'ai pas monté aussi haut. Donc, la dureté de cette course. Je vais aussi traverser le désert d'Atacama, un des déserts les plus arides du monde, puisque les Chiliens n'ont jamais vu la pluie. Donc, le terrain, oui, le dénivelé, et puis le pays en règle générale, quoi. Eh bien, vous allez apporter un peu de bouillie au Chili et on vous souhaite vraiment bon courage pour cette nouvelle aventure qui commence la semaine prochaine. Bon courage à vous. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci de votre chaleur humaine et de votre participation à cette émission qui a été riche en documents et riche en reportages. À bientôt pour un nouveau Au cœur de l'aube. Au revoir. Merci à vous.